Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux effectivement ce dimanche après-midi. Alors pour commencer, je vais vous demander de vous concentrer, évidemment pour nous écouter avec attention, mais aussi pour imaginer un monde effondré. Je suis sûre que vous avez déjà des tas d'images en tête quand on parle de scénarios apocalyptiques. Des images comme la dernière goutte de pétrole a été brûlée, on n'a plus d'eau potable, on n'a plus de nourriture. La lumière électrique, les ordinateurs, les voitures ne sont plus qu'un lointain souvenir, ou encore le fait que les guerres, les épidémies et les famines auraient décimé une partie de la population. Nous n'allons pas entrer dans les raisons de cet effondrement de la société thermo-industrielle, c'est-à-dire la société basée sur les énergies fossiles. On a déjà beaucoup parlé des crises actuelles, des crises climatiques, environnementales de manière plus large, crises politiques, économiques, qui se nourrissent les unes les autres et qui pourraient provoquer un effet domino. On a dit à quel point l'humain modifie, altère, affecte les écosystèmes d'une manière inédite, jamais vue dans l'histoire de la Terre, et les conséquences en termes de réchauffement climatique, de montée des eaux, de multiplication des événements climatiques extrêmes ou d'extinction de la biodiversité. Sans parler en parallèle de la fébrilité des marchés financiers, de la montée des autoritarismes ou encore des migrations de masse. Dans tout ça, on l'a dit, donc ce n'est pas l'objet de cette table ronde. Et de toutes les façons, on ne pourra pas prédire quelle pourrait être l'étincelle de cet effondrement et quand elle pourrait survenir, si tant est qu'il y ait bien un effondrement. Donc pendant cette heure et demie ensemble, nous allons plutôt nous projeter dans ce scénario d'un effondrement pour comprendre la façon dont la société pourrait être organisée et comment nous pourrions vivre et non pas survivre et peut-être même espérer. Alors attention, en faisant cet exercice, ce récit, l'idée c'est pas de décourager toute action collective ou individuelle de lutte contre les crises actuelles. L'idée, c'est plutôt d'ouvrir de nouveaux horizons. Donc, pour en parler, on est aujourd'hui en présence de Pablo Servigne, qui est à l'origine de cette popularité croissante de l'idée de l'effondrement. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Audrey. Donc Pablo, vous êtes agronome et éthologue de formation, vous êtes auteur et conférencier et vous avez notamment écrit « Comment tout peut s'effondrer » en 2015, qui est le best-seller qui a lancé la collapsologie en France et aussi, entre autres ouvrages, Une autre fin du monde est possible et qui a été publié en 2018 et là qui est l'ouvrage qui va plus nous inspirer pour cette table ronde. On est également en présence de Corinne Morel-Darleux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale d'opposition en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes l'une des principales figures de l'écosocialisme en France. Vous êtes passée par le CAC 40, par la politique, et là maintenant vous êtes intéressée à cette perspective d'un effondrement. Et vous avez publié en juin un essai au très joli titre « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Enfin, nous sommes avec Jean Egeland, qui est une romancière américaine. Bonjour. Bonjour. Hello. Hello. Donc votre premier roman, qui est intitulé « Dans la forêt », est paru en 1996 et très étrangement n'a été traduit en France qu'en 2017. Et il a rencontré un vif succès. Il raconte l'histoire de deux sœurs, Nell et Eva, qui vont tenter de survivre à un monde qui s'effondre, en fait, qui se délite petit à petit. Et donc, d'où le titre, elles vivent à l'orée d'une forêt, aux ressources inépuisables qu'elles vont découvrir et dont elles vont profiter. Et elles vont perdre, en fait, essayer de tenir à la fois psychologiquement et à la fois physiquement, alors qu'elles sont en train de perdre tout ce à quoi elles tiennent, y compris leurs rêves et leurs ambitions. Et c'est un très beau roman. Si vous ne l'avez pas lu, je vous incite à le lire. Une fable écologique, un récit initiatique, c'est très très beau. Donc on va parler de tout ça pendant 1h10 et ensuite on aura 20 minutes de questions de la salle. Alors pour commencer, une des caractéristiques d'une civilisation effondrée, c'est celle d'un État qui n'assure plus ses fonctions régaliennes. Donc c'est à savoir l'égalité d'accès aux services publics, aux infrastructures, du moins théoriquement actuellement. Comment faire sans cet État et quel type d'organisation politique pourrait voir le jour, Corinne Morel-Darleux ?
Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Alors, sur la question effectivement d'un État qui ne serait plus en mesure d'assurer les services publics, la première chose quand même que je me permets de dire, c'est qu'on on est déjà rentré presque dans la phase d'entraînement, puisqu'on a un certain nombre de services publics de proximité qui sont déjà en train de disparaître. Mais plus sérieusement et au-delà de ça, je crois qu'il faut qu'on arrive de la même manière qu'on a commencé à parler avec Tim Jackson de prospérité sans croissance, d'imaginer ce qui pourrait faire peuple sans État. Et pour imaginer ça, on n'est pas complètement démunis, puisque d'abord dans l'histoire, il y a eu plein de systèmes d'organisation démocratique et d'organisation de société qui ont fait sans État. Il y a plein de modèles différents de celui que nous connaissons aujourd'hui. Et puis même aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des endroits, des territoires qui s'organisent sans État, de manière auto-administrée. C'est le cas, par exemple, du Rojava, qui est ce territoire autonome du nord et du l'est de la Syrie, où moi j'ai eu l'occasion de me rendre à 2 reprises, justement aussi pour voir un peu comment s'organisait une société qui est à la fois en but à des conflits armés, de plusieurs natures et de manière successive, entre le régime de Bachar el-Assad, la lutte contre Daesh et les menaces de l'armée turque. Donc dans un contexte de conflit armé, dans un contexte de pénurie généralisée, puisque pour le coup beaucoup de foyers en Syrie du Nord sont privés d'eau courante et d'électricité, et tout en menant une révolution féministe, socialiste, écologiste, et avec cette idée d'auto-administration, c'est-à-dire vraiment de fonctionner de manière délibérée, sans État, sur des bases qui ont été théorisées notamment par Murray Bookchin, que sont le municipalisme libertaire et le confédéralisme démocratique. Donc sans rentrer dans le détail, c'est des systèmes d'organisation démocratique qui ne sont pas de la démocratie représentative, où on délègue à des représentants le fait de prendre les décisions, mais vraiment de la démocratie active ou directe, avec une unité de base de la démocratie qui est la commune, pas au sens municipal tel qu'on l'entend ici, mais au sens d'une centaine de foyers, de familles, qui sont l'échelon de base, avec ensuite des assemblées de quartier, des assemblées de canton et des assemblées régionales. Donc ça peut être une source d'inspiration. Et puis après, il y a évidemment une idée qui émerge et qui est de plus en plus développée, qui est l'idée de bassin de vie qui soit délimité non pas sur des frontières administratives ou électorales, mais sur une question de subsistance. Il y a En 1790, les départements ont été créés avec des distances d'une journée de cheval. Alors là, on n'est pas tout à fait sur la même logique. Puis à l'époque, on sortait de la Révolution française. Il y avait aussi un objectif de contrôle, de pouvoir aller rapidement justement d'un chef-lieu à un autre. Mais du coup, d'être sur une logique de bassin de vie et de bassin de vie confédéré, puisque l'idée est évidemment pas d'avoir des lieux qui vivent de manière isolée, en repli, sachant que évidemment tout ça ne répond pas à certaines questions qui restent pour l'instant un peu des angles morts, notamment sur la question par exemple de la santé, sur les questions de sécurité, sur la question de l'égalité territoriale. L'idée n'est pas qu'il y ait des inégalités selon que vous habitez dans un endroit plus ou moins pourvu justement en matière de subsistance. Et puis bien sûr la question de la loi, puisque aujourd'hui, une des fonctions quand même de l'État, c'est justement d'avoir un système d'organisation qui fait que la loi est la même pour tous sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, il y a toutes ces questions qui sont évidemment à approfondir, à développer et encore probablement à imaginer. Merci. Pablo Servigne, pour vous aussi, l'idée c'est de redescendre à une échelle municipale, locale ou régionale ? Oui, il y a ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Corinne. Je voulais juste rajouter qu'en fait, on n'est pas prêt culturellement. Enfin, on a une culture politique qui n'est pas du tout prête à se passer d'État. Donc, ça met longtemps à ancrer le fait, dans la théorie et dans la pratique, le fait de se passer d'État. Et donc, le problème, c'est que si l'État disparaît vite,
on se trouve dépourvu. Et là, il peut y avoir un grand risque de chaos social et politique. Et donc, à la fois, c'est très bien de ressortir, moi je suis totalement d'accord, toutes ces théories et ces pratiques anarchistes, puisqu'on est là, le municipalisme libertaire, on est dans le courant de l'anarchisme. Il y a le biorégionalisme, enfin, toutes ces théories, mais il faut aussi les pratiquer. Il faudrait que l'État, avoir les moyens d'inventer, de pratiquer dans des zones, dans des territoires ici, d'autres manières de faire de la politique. Et évidemment, le plus près possible de nous, du citoyen, du local, dans je sais pas, ça peut être des ZAD, ça peut être des endroits où on invente, où on nous laisse la possibilité d'inventer. Au cas où les grandes structures s'effondrent, il peut y avoir des germes, des jeunes pousses. Alors pourquoi l'échelle communale ou locale ou municipale? Parce qu'en fait, le grand risque, quand il y a un effondrement, c'est le risque, c'est le grand danger plutôt, c'est l'effondrement des croyances. Et ça, c'est très rapide. Quand tout à coup, la croyance qu'il n'y a plus de commun, qu'on ne fait plus un corps social ou politique commun, la France disparaît, l'idée de la France disparaît, peut disparaître. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est possible maintenant que ça arrive. L'effondrement de ces croyances fait que le récit commun s'effondre et on ne sait plus quoi faire. Si les services publics répondent plus, voilà. Et donc, redescendre à l'échelle municipale, dès aujourd'hui, pour se préparer, c'est retrouver des leviers d'action, retrouver une sorte de puissance citoyenne, retrouver des réflexes, retrouver une culture, une pratique politique qui est relativement accessible. On connaît ces conseillers municipaux, on peut y avoir accès, on peut même se présenter, pour que si jamais les grandes structures s'effondrent, on n'ait pas le vide total, on ait quelque chose à quoi se raccrocher. On peut aller déjà se préparer ou s'organiser à l'échelle locale. Et en ça, c'est un facteur de résilience déjà d'investir l'échelon municipal, et l'échéance de mars 2020 est importante à cet égard. Pour préparer l'après, du coup. Et cette déliquescence ou cette disparition de l'État pose aussi la question de l'entraide, de la coopération, puisqu'on est nombreux, je pense, à être nourris de romans très noirs comme La Route de Cormac McCarthy, ou alors de films apocalyptiques, de films de zombies. Et donc on a un peu tous en tête l'idée que s'il n'y a plus d'État, on va tous s'entretuer pour les dernières ressources. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, Pablo Servigne, vous qui avez écrit L'Entraide, l'autre loi de la jungle? Est-ce qu'on va s'entretuer ou est-ce qu'on peut coopérer dans un monde effondré? Oui, les deux, en fait. Quand on a écrit L'Entraide, c'était en 2017, c'est venu faire écho à cette question qu'on a tous, si l'État disparaît, est-ce qu'on va tous s'entretuer? Et donc la mythologie libérale, au sens philosophique du terme, depuis des Lumières, en fait. Notre société est fondée sur l'idée que la nature, elle est mauvaise, agressive, compétitive, c'est la loi de la jungle, il n'y a qu'une loi dans la jungle, et que l'idée, c'est que si seule la civilisation, sous-entendu moderne, libérale, peut amener cette culture de la coopération, peut faire société. Donc tout le courant dont parlait Corinne de l'anthropologie anarchiste, avec James Scott, avec David Graeber, qui montre qu'il y a des sociétés sans État, déjà montre le contraire. Et en fait, ce que nous, on a voulu montrer avec Gauthier Chapelle, qui est aussi biologiste, c'est que partout dans le monde vivant, l'entraide est présente. Ça concerne tous les organismes, tous les individus, depuis 3,8 milliards d'années. C'est pas juste une anecdote, l'entraide. On a des capacités, tous les êtres, c'est un principe du vivant. Et nous avons, nous les humains, des capacités prosociales extrêmement puissantes. Et donc l'objet du livre, c'était de redevenir compétent en entraide, de redonner tous les mécanismes que la science a découverts depuis un siècle, les mécanismes, montrer nos capacités, par exemple en termes, quand il y a une catastrophe, un tsunami, une attaque terroriste, un incendie, un tremblement de terre, il y a les psychologues et les sociologues ont montré dans plein d'études que ce qui sort, c'est l'altruisme et des comportements extrêmement altruistes. Alors après, l'altruisme et l'entraide peut s'effacer
au profit Avec de le temps, à mesure que le temps passe. Voilà, au profit de guerres civiles, de conflits. Voilà, ce qu'on a voulu dire dans le livre, c'est pas qu'on va vers un monde bisounours, où on va tous se faire des câlins. C'est pas ça qui va arriver. C'est que nous avons, nous les humains, des capacités extraordinairement prosociales. On connaît les mécanismes pour les faire sortir. Et il faut redevenir aujourd'hui compétent. Et c'est une brèche dans cette idéologie, dans cette mythologie libérale qui nous fait tant de mal, qui est devenue toxique, cette loi de la jungle. Juste une petite anecdote, c'est dans notre bouquin, en introduction, vous vous souvenez de... Une autre fin du monde est possible ? Une autre fin du monde est possible. Il y a cette fable de la cigale et la fourmi. Vous savez, la fourmi, c'est le symbole survivaliste. Elle se prépare, et quand la cigale arrive au début de l'hiver, la fourmi, avec une sorte de ressentiment, ferme la porte et dit « je vous l'avais bien dit », et elle rejette la cigale. Et il y a cette fable des 3 petits cochons, où quand le loup arrive, la première maison, la deuxième maison est détruite, et les 2 cochons arrivent, perdus, arrivent dans la maison du 3e cochon qui est solide, et le 3e cochon ouvre la porte à ses 2 frères. C'est pas comme la fourmi qui rejette la cigale. Les cochons se retrouvent dans la maison et le grand frère cochon survivaliste disait « je vous l'avais bien dit, il fallait construire une maison plus solide ». Mais en fait, il les accueille. Pourquoi ? C'est quoi la différence entre les 2 histoires ? La différence, c'est la fraternité avant les catastrophes. C'est le lien c'est ce lien qui est important à faire en préparation, c'est-à-dire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Alors il a fallu que la cigale et la fourmi soient amies, du coup, voilà, avant. D'accord. Exact. Jean Egeland, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette notion d'entraide et coopération ? Parce que dans votre livre, c'est quelque chose de primordial. Les 2 sœurs, bon, forcément sont sœurs, mais donc elles sont extrêmement proches l'une de l'autre. Elles font des sacrifices énormes l'une pour l'autre. Et on se demande si cette coopération peut aller au-delà du cercle familial dans un contexte monde effondré. Bonjour à tous. Before I answer that question, I want to say how happy I am to be on this panel with Corinne and Pablo and Audrey. I've really looked forward to this. And I also want to thank the translator, because I have become increasingly convinced that translators are the unsung heroes of the world. If it weren't for Josette Schist-Portich's beautiful translation of Into the Forest, I wouldn't be here today. And if it weren't for the translators working so hard, the conversation I'd be having with you would be very short. I think that there are 2 things that have to change, and we've been talking about political systems and now how they are going to have to change, and imagining how different they might look in the future. And the other place where change is going to be seen as personally. And so in the novel that I wrote, it wasn't political change I was looking at, but it was a personal change. And in that, the story begins with these 2 very young women, teenagers, and they're privileged, you could even say spoiled, American girls, and they've been raised to be individualists. So they've been raised in the same family, but they've assumed during their whole childhood that they will each go off in their individual ways and achieve brilliant things out in the world. And a thing that they have to confront and try to find a way to accommodate is the fact that the state, their parents and the institutions that they were counting on to allow them to go off and have those privileged individualistic lives has vanished. And so now they're at a point where they have to learn how to listen to and accommodate each other. And so even though, they're sisters in the same family, that was never something that they really had to deal with before. And so one thing, for me, that story is about is how do human beings change inside themselves, and how do they work together?
D'après vous, Corinne Morel-Darleux, on peut du coup changer et travailler ensemble sur le long terme dans un monde effondré ? Alors, je rejoins Pablo quand il dit que ça se prépare avant, en fait, parce que effectivement, dans des moments de crise, c'est-à-dire par définition qui vont pas durer dans le temps, il y a une première réponse qui peut être une réponse d'entraide et de solidarité. Quand on est dans une situation de pénurie qui est installée et dont on sait ou dont on pressent qu'elle va durer, on a des mécanismes qui peuvent être très différents. Et d'ailleurs, on en a déjà des exemples aujourd'hui. Hein. On a vu les émeutes de la faim qu'il y avait eu en 2007 et 2008, qui ont quand même provoqué des affrontements extrêmement violents, notamment avec les forces de l'ordre, mais aussi des personnes entre elles. Plus récemment, il y a eu les émeutes en Inde autour de la question de l'eau, avec des réservoirs d'eau qui étaient gardés par des forces armées jour et nuit pour que les gens ne viennent pas les piller. Et voilà, on voit bien le type de mécanisme aussi que ça peut déclencher. Du coup, il y a à la fois, bon, évidemment, je veux pas faire comme s'il n'y avait pas non plus de responsabilité politique au sens large du terme, c'est-à-dire que là, on ne parle pas uniquement d'aléas climatiques, on parle aussi de responsabilité politique dans le sens où il y a des choses qui pourraient être anticipées et qui faciliteraient justement des phénomènes de coopération et d'entraide, ne serait-ce que sur le fait d'investir sur des infrastructures, sur justement des réseaux de distribution de l'eau ou sur de la relocalisation alimentaire pour faire baisser le côté hyper anxiogène et potentiellement violent de ces pénuries à venir. Mais du coup, voilà, il me semble quand même que on doit se préparer à ce que les violences qui sont déjà aujourd'hui à l'œuvre se multiplient. On a déjà vu des conflits armés et des guerres être lancées sur la base de l'accaparement d'un certain nombre de ressources naturelles, à commencer par le pétrole en Irak. Ça a été très largement documenté depuis. Et je crois que ce n'est pas pour rien si aujourd'hui différentes armées nationales, le Pentagone et le Conseil de sécurité des Nations Unies s'intéressent à cette question de l'effondrement et aux questions justement de sécurité et de maintien de l'ordre avec des guillemets en période d'effondrement. Donc voilà, il y a déjà des choses dans l'actualité qui doivent nous alerter là-dessus, et notamment en lien avec la question que vous posiez juste avant sur la question d'un effondrement potentiel de l'État qui, pour l'instant, est officiellement le garant de ce maintien de l'ordre. Et du coup, face à ces violences qui pourraient survenir, est-ce qu'il faut accepter d'avoir peur ? Jean Egeland, dans votre livre, les deux sœurs, Nell et Eva, elles ont tout le temps peur. Et nous, lecteurs ou lectrices, on a peur pour elles. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, est-ce qu'on doit accepter la peur dans l'effondrement ? Yeah, of course. I mean, it's terrifying what we're facing. I think that thinking about the future right now is a little bit like trying to contemplate our own deaths, that it's this enormous, almost unimaginable abyss that's facing us, and what that's going to look like is frightening to contemplate. At the same time, I think that like confronting our own deaths and trying to contemplate our own deaths, if we think about what's ahead, we can find ways to make our lives right now more meaningful. And in the story that I was writing, for a long time, the two sisters are paralyzed. They cannot imagine their way into any other place but sort of the terrifying place that they are in right at that point. And slowly, they begin to realize that even in those frightening moments, there are things that really matter. One of the things I was trying to do when I was writing this book was explore, on a personal level, when we've lost everything that we have thought mattered. In
In the case of the girls, they've lost their hopes for a particular future, they've lost their parents, they've lost the sort of wider society. And the question is, what's left? What's left when we are in that extremity? And the answers that I wrote myself to in that book are, I think, the same answers that we might be finding when we think about the collapse and what would be coming next, is that there are things that really matter that will endure. Our relationships with each other, our relationships with the planet, our relationships with our own creativity. Pablo Servigne, pour vous aussi, dans vos livres, vous faites un parallèle entre la peur de l'effondrement et la peur de notre propre mort. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce sentiment de peur ? Oui, c'est très juste ce que dit Jean dans son roman. C'est magnifique comme on partage la peur de ces deux jeunes filles, adolescentes. Et je ne veux pas divulgacher, mais progressivement, il y a, je trouve, en tout cas en tant que lecteur, les peurs s'estompent. Et on passe d'une forêt menaçante à une forêt alliée. Et c'est très beau de voir, de vivre ce passage. Et ça redonne justement un souffle de vie, un souffle d'espoir, ça remet en avant. Et la peur, en fait, on va vivre toute notre vie avec la peur. C'est normal d'avoir peur. On est des mammifères et c'est OK. C'est au contraire, c'est un signe de vie, c'est un signe qu'il y a un danger, qu'il y a des limites, qu'il faut se protéger. C'est plutôt vivifiant. Alors, certes, il y a différentes sortes de peurs. On pourrait dire une biodiversité des peurs. Et il y a l'angoisse, il y a la vigilance, etc. Les scientifiques travaillent sur toutes ces peurs et sur les effets des peurs. La peur sert à alerter, mais pour passer à l'action, c'est quand même compliqué. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver... d'explorer ces émotions, hein, c'est ce qu'on a voulu faire dans le dernier livre, Une autre fin du monde est possible, d'accepter ces émotions, de les traverser, de les partager, de montrer aussi que c'est des montagnes russes, qu'on n'est pas tous dans les mêmes émotions et que c'est OK de les traverser, tristesse, désespoir, colère. Et ce qui est difficile, c'est de traverser ça, mais de rester en équilibre. Comment maintenir la rage. Par exemple, avec Extinction Rebellion, on parle de rage, et c'est sain, sans sombrer dans une colère destructrice. Comment toucher la tristesse, le deuil, et ça c'est très bon, les larmes, ça sert à tourner la page, ça sert à faire du lien. Quand vous voyez quelqu'un pleurer en face de vous, vous avez envie de le prendre dans les bras, c'est très fort pour faire du lien, la tristesse, mais sans sombrer dans le désespoir. Comment maintenir la peur qui vivifie, qui rend vivant, sans sombrer dans l'angoisse paralysante, sidérante, ou dans la peur politique qui amène à des totalitarismes, etc., à des autoritarismes. Donc voilà, il y a un équilibre pas facile à trouver, et c'est vraiment la question de la mort. Faut-il avoir peur ? Quand on est enfant, on découvre qu'on va mourir. Est-ce qu'il faut... c'était quoi la question ? Accepter d'avoir peur ? Accepter la peur, oui. Quand un médecin vous dit écoutez, monsieur, vous avez un cancer, vous allez mourir bientôt. Faut-il accepter d'avoir peur ? Ouais. Ou quand il y a un incendie chez vous et puis les pompiers arrivent, faut-il accepter d'avoir peur ? À un moment, ouais, il faut accepter et il faut traverser ça. Et la peur, elle a cette capacité de nous montrer le chemin du courage, justement. En faire une alliée, c'est aussi... ça peut être utile parce qu'on va vivre toute la vie avec... Après, j'imagine que tout le monde ne le vit pas de la même façon. Quand on nous dit qu'on est malade, là, ça paraît irrémédiable. Alors que l'effondrement, bon, certains y croient plus ou moins. Donc, on n'a peut-être pas la même appréhension de cette théorie-là que la maladie. Mais bon, c'est une aparté. Corinne Morel-Darleux, est-ce que, du coup, pour vous, la peur, elle paralyse ou est-ce qu'elle pousse à l'action ? Alors en fait, moi pour le coup, je parlerai pas de la peur en tant que telle, qui est effectivement du registre de l'émotion, et Pablo vient d'en parler, et du coup du registre quand même de l'individuel, c'est-à-dire que c'est voilà, des choses par lesquelles on peut être traversé, et moi je trouve ça assez légitime, hein. En fait, ceux qui m'inquiètent le plus aujourd'hui, c'est plutôt ceux qui n'éprouvent aucune peur à la lecture des différents rapports des scientifiques et de l'état du monde. Mais moi je parle plus volontiers de lucidité, qui me paraît être une notion plus juste en fait,
de cette espèce d'obligation morale qu'on a de regarder les choses en face, tout simplement. Il ne s'agit pas de faire peur ou d'essayer de paniquer qui que ce soit. Il s'agit juste de se rappeler qu'on est aussi des êtres de raison et que on doit pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause. Et pour ça, être armé de faits scientifiques et regarder ces rapports droit dans les yeux, en quelque sorte. C'est tout ce qu'a développé Jean-Pierre Dupuy. Je sais que Pablo en parle aussi régulièrement sur le catastrophisme éclairé. Qui est un philosophe, du coup. Voilà, et qui en fait part du principe que tant qu'on ne regarde pas la catastrophe comme étant inéluctable, on n'agit pas sur ce qu'il faudrait faire pour l'éviter, pensant qu'il y aura toujours quelque chose, un recours technologique, une trouvaille magique qui va nous permettre de l'éviter. Et donc, voilà, moi, mon propos, il est plutôt celui-là et que je qualifierais de lucidité. Et puis, de rappeler que cette peur, elle est déjà vécue par plein de gens, quoi. Cette peur qui accompagne aussi la souffrance, parce que souvent, quand on a peur, c'est aussi quand on commence à être en souffrance. C'est déjà une réalité pour plein de personnes qui sont déjà touchées, notamment par les premiers effets concrets de ce réchauffement climatique, de l'extinction de la biodiversité, et qui, selon la Banque mondiale, seront d'ici 2030, on ne parle pas de la fin du siècle, 100 millions de personnes supplémentaires à basculer dans la précarité pour cause de dérèglement climatique. Et donc face à cette peur et vous aviez développé, Pablo Servigne, aussi sous l'image du deuil et différentes étapes du deuil. Est-ce qu'une des solutions, c'est ce que vous appelez la voie intérieure, c'est-à-dire le fait de revoir l'idée de la spiritualité ? Oui, c'est ça. En fait, quand on parle de lucidité, des rapports, des chiffres, quand on reste dans le mental, on voit bien qu'il y a beaucoup d'émotions qui sortent. C'est très fort, ça rend fou en fait comme question. Du coup, on s'est plongé dans la question émotionnelle. En fait, il y a une question qui revient toujours, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on s'organise. Mais il y a aussi une autre question qui revenait souvent dans le public, et c'est ça qu'on a décidé d'explorer dans Une autre fin du monde est possible, avant la question politique. D'ailleurs, on a beaucoup voulu pour ça, d'ailleurs. Mais c'est la voie intérieure, les émotions, l'imaginaire, et c'est vraiment excellent qu'il y ait un débat aujourd'hui là-dessus. Très important, la question des récits, la question donc psychologique, la question éthique, la question artistique, la question spirituelle. Et par spirituel, c'est totalement laïque. Je reprends la définition de Dominique Bourg, le philosophe de l'environnement, qui dit « et spirituel, c'est notre rapport à ce qui nous est donné depuis notre naissance. Tout nous est donné. Nos parents nous donnent tout, la nourriture, les humains, les légumes, tout, l'amour. Et quel est notre rapport avec ça ? Est-ce qu'on se dit c'est normal ? Ou est-ce qu'on est dans une réciprocité avec les non-humains, la nature, etc. Donc ce rapport au monde, voilà, c'est tout simplement une question fondamentale à se poser. Et en fait, la question d'un collapse repose cette question. Est-ce que les animaux, on les considère comme des ressources qu'on peut aller tuer, massacrer, puiser ? Ou est-ce que ce sont des alliés ? La forêt, c'est une alliée ou c'est une ressource qu'on peut puiser ? Il y a cette anecdote d'un ami, Kim Pache, qui fait des stages de retour au sauvage et qui dit quelle est la différence ? Enfin, si vous mettez dans une forêt 20 survivalistes, vous revenez un an après et ils sont tous entretués et la forêt est détruite. Si vous mettez 20 Amérindiens dans une forêt, vous revenez un an après et ils ont fait une communauté et la forêt est encore plus belle. Vous voyez, c'est l'attitude qu'on a par rapport au monde, le rapport au futur, le rapport au sacré. Est-ce que les arbres et la forêt, c'est sacré ou on peut les tronçonner comme on veut ? Voilà. Et donc, ce qui a été mal compris dans notre livre, de cette exploration, c'est plutôt lié à la culture française, parce qu'en Belgique, en Suisse, ça passe beaucoup mieux, et dans les milieux anglophones. Ce qui est mal compris, c'est que cette question spirituelle en France est considérée comme individuelle, dépolitisée. Parce qu'on a une culture de la séparation de l'Église et de l'État, et le spirituel, c'est du domaine de la sphère privée. Et non, ce qu'on a voulu dire, c'est que le spirituel, c'est vraiment quelque chose de collectif,
de retrouver des rituels, de retrouver une manière de voir le monde, notre rapport au monde. C'est quelque chose d'éminemment collectif. C'est ça qui fait le récit commun, c'est ça qui fait monde, qui fait corps, qui fait que si les infrastructures s'effondrent, on aura un récit commun. Donc c'est une invitation à l'intériorité, c'est une invitation au collectif. Voilà, tout ça pour ne pas, arriver à ne pas s'effondrer avant l'effondrement. C'est ça l'enjeu en fait, de ne pas s'effondrer intérieurement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose toutes les deux sur la spiritualité? Yeah, I mean, my understanding is that human beings, our brains are almost hardwired with a need to connect with some sort of spiritual meaning. And for me, that means a way of expressing awe and gratitude, a way of controlling fear, and a way of finding connections beyond ourselves, with things beyond ourselves. And for me, I think one of the stories that has sort of led us astray recently is this story that the spirituality we need to connect to is something beyond this planet. And instead, I think that what will serve us best going forward is finding the connections right here with this place where we are, with each other, with other human beings, with the world that we're planted in. And that, I think, is going to serve us best and feed those spiritual needs in the most sustaining ways. Oui, la notion de gratitude, c'est vraiment quelque chose qui est présente dans vos trois livres, que ce soit roman ou essai. Oui, je suis évidemment entièrement d'accord. C'est vrai que la question de la spiritualité, elle est hyper délicate à manier. Si on parle d'introduire une part d'introspection, de prendre des moments où on réfléchit sur ses propres pratiques, sur qui on est, où on est, de quoi on a envie, de quoi on a besoin, et que ça consiste à remettre une dose de sensible dans un monde qui en est quand même singulièrement dépourvu. Je pense que c'est effectivement absolument nécessaire aujourd'hui. Et c'est nécessaire. En revanche, c'est probablement pas suffisant. Et je crois qu'on est aussi d'accord là-dessus. C'est-à-dire que cette part de l'intime, du sensible, de l'introspection, elle est fertile aussi quand elle débouche sur un choix qui est de l'ordre de l'engagement et de l'action collective. Moi, je vois beaucoup notamment de jeunes gens en fait qui atterrissent dans des débats où j'interviens après avoir lu Pablo et ses co-auteurs, et qui sont effectivement très percutés, et vraiment ça a servi d'accélérateur de conscience à tout un tas de personnes, et pour le coup c'est vraiment salutaire, mais qui n'ont pas forcément les outils politique au sens large du terme pour justement rebondir au-delà de l'émotion individuelle et la transformer en engagement, en action collective. Et donc je crois qu'on a vraiment une tâche là qui est effectivement de fournir des munitions politiques à tous ces bataillons qui arrivent. Je vais encore me faire accuser d'utiliser un vocabulaire extrêmement guerrier, mais enfin il y a quand même il y a quand même effectivement quelque chose qui est de l'ordre du combat là-dedans. Mais il y a une guerre en marche, enfin on est dans une guerre. Moi j'ai pas peur en tout cas d'utiliser effectivement ce vocabulaire-là. Et après comme je le développe aussi pas mal dans mon livre, je crois qu'il y a une forme d'éthique de la période actuelle à reconstruire probablement autour de différentes notions, du refus de parvenir, hein, c'est-à-dire de cesser de participer à cette espèce de truc de compétition, d'accumulation matérielle permanente, et puis de réhabilitation aussi d'une forme de dignité du présent. Plus le futur est incertain, et plus on a besoin de dignité du présent, et de se dire que les combats qu'on mène, on ne les mène pas uniquement parce qu'on pense qu'on va les gagner à la fin, mais aussi tout simplement parce qu'ils sont justes. Et je crois que c'est aussi un moteur très puissant de l'engagement. Oui, je vais juste préciser que ce qui est très beau dans le livre de Corinne, c'est que au-delà des constats, Corinne explore
les prémices d'une éthique de l'effondrement. À quoi tu poses un peu les bases de ce que à quoi pourrait ressembler une éthique de l'effondrement, en posant trois piliers, mais tu en as dit 2 là. 3 petits points de suspension. Je fais du teasing. Moi, je voudrais qu'on puisse revenir sur les notions aussi de nature, de sauvage, parce que Jean Eklund, vous disiez tout à l'heure que ce qui était important, c'était de se reconnecter avec notre environnement à nous, même si on ne vit pas tous dans la forêt ou à l'orée de la forêt. Donc pour vous, est-ce que vous voyez aussi comment vous voyez la nature en fait? Est-ce que c'est comme vous disiez, Pablo Servigne, pas seulement des ressources, mais des partenaires? Quel rôle joue la nature dans ce monde effondré? Well, I think talking about nature is very difficult because the minute we talk about it, we're separated from it. And I think that it's really important to remember we're never separated from nature. Right here, right now, everything that we have and everything that we see, we have borrowed from nature. Everything we're wearing, our own flesh, this building comes from nature. And I think it's the saddest to say we're defending ourselves when we're defending nature. And I think that when I was writing Into the Forest, I wasn't writing a recipe. I wasn't writing kind of a rule book for what's supposed to happen. I was trying to create a metaphor. And a metaphor that, for me, works really well about thinking about our right relationships with the rest of the world. We can't all go into the forest. It would ruin the forest. The little bits of forest that we have left need to be maintained the way they are. But we have to realize that we're in the forest right now. And we have to realize that our relationships with the soil and the trees and the air are the only things that will sustain us. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, je veux bien rebondir là-dessus parce que je trouve ça très chouette et très émouvant d'entendre Jean reprendre ce slogan « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend », qui, selon moi, est vraiment le meilleur slogan je ne vais pas dire du siècle, parce qu'il vient à peine de commencer, mais enfin, depuis très très longtemps, et qui dit bien, justement, toute la critique de l'anthropocentrisme qu'on a aujourd'hui à faire. Et puis, je voulais rajouter quelque chose, parce que, voilà... Moi, quand j'ai emménagé il y a 11 ans dans le Vercors, avant j'étais à Paris, et j'ai mesuré la différence que ça fait, y compris dans l'engagement pour ces questions-là, d'être en contact avec les éléments, de redécouvrir qu'il y a vraiment 4 saisons. Et c'est vrai que quand on vit dans un environnement qui est entièrement bétonné, c'est quand même compliqué. Je crois vraiment qu'on ne défend bien que ce qu'on a appris à aimer, et que toutes les occasions de reprendre contact avec le reste des écosystèmes, avec cette nature, ces animaux, etc., non seulement fait du bien, aide à tenir psychologiquement, parce que c'est quand même aussi des moments d'émerveillement, de ressourcement, etc., mais aide à se rappeler aussi pourquoi en fait, on se pose toutes ces questions-là, quoi. C'est bien d'avoir de temps en temps sous les yeux ce qu'on est en train d'essayer de défendre et de protéger et de préserver. Donc voilà. Et après, par contre, et c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup, je trouve, du livre de Jean Dans la forêt. Moi, il y a des gens, comme on l'a beaucoup recommandé et offert, ce livre, on a pris énormément de plaisir à le lire, on est nombreux à l'avoir lu et à l'avoir apprécié. Et moi, j'ai des gens qui m'ont dit qu'après l'avoir lu, ils avaient commencé à se renseigner sur les plantes. Et je trouve ça assez chouette de se dire que, voilà, qu'un roman peut aussi faire prendre conscience
de à quel point on a perdu tout un tas de savoirs traditionnels, manuels, qu'on est vraiment plus capable de distinguer un arbre d'un autre, une plante qui empoisonne d'une plante qui nourrit. Et je crois que voilà, il faut aussi qu'on arrive à se réapproprier, à retrouver des mots pour mettre des mots sur tout ce monde vivant. Parce que c'est aussi comme ça qu'on bâtira justement des alliances, des complicités et en tout cas un sentiment d'appartenance à l'ensemble de ce monde vivant. Donc il faut tous aller faire des stages là, de retour au sauvage et de reconnexion aux arbres. Tout, je sais pas, mais c'est une des voies. Mais on a une espèce quand même bizarre. Notre société, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi inclus, on prend des cours pour apprendre à respirer, pour apprendre à bouger, pour apprendre à aller voir les arbres, reconnaître des arbres. Enfin, voilà, je pense que les champignons, les bactéries doivent se foutre de notre gueule parce qu'on est complètement déconnecté voilà. Moi, juste rajouter un petit mot, si vous permettez, c'est évidemment la rupture, la séparation nature-culture, humain-nature. C'est un des principes, une des grandes causes de tous les maux actuellement. Donc, abandonner le mot nature. Ça, déjà, c'est hyper dur. Qu'est-ce qu'on dit à la place, alors ? Justement, c'est la question. Là, il faut demander aux philosophes. Mais en tout cas, moi, je voulais ajouter le concept de sauvage. Et ce roman magnifique de Jean, qui vient des États-Unis, qui vient du pays de la wilderness, on n'a pas de traduction ici en France, du sauvage. Et moi, comment dire, je voulais juste vous parler de ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui nous a beaucoup aidé avec Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens dans Une autre fin du monde est possible, c'est tout ce courant magnifique de l'éco-psychologie, de la psyché, de notre psyché de moderne occidentale est malade, déconnectée parce qu'on a tout domestiqué. Et la domestication du système Terre, de la biosphère, elle est à l'image de la domestication de notre psyché. On a domestiqué, il n'y a plus de sauvage en nous. Et retrouver cette part sauvage en nous, retrouver en miroir ce sauvage à l'extérieur, c'est ça l'enjeu. Et c'est quoi le sauvage ? Et ça fait peur pour le monde moderne qui veut tout maîtriser, tout contrôler, tout scientificiser, tout quantifier. Et ça nous fait peur, on n'a pas l'habitude. Donc retrouver des liens organiques, sensuels, et émotionnels, sacrés, même intuitifs, avec ça, c'est un grand enjeu. Donc voilà, retrouver le sauvage dans ce monde domestiqué comme facteur de résilience, en tout cas, ça me paraît fondamental. On pourra en parler des heures, mais pourquoi pas faire des stages, ouais. Je vous invite en tout cas à en faire. Mais c'est possible de retrouver le sauvage en France quand on voit la difficulté à réintroduire des espèces sauvages ou quand on voit notre réaction par rapport au retour du loup, exactement, par rapport aux ours. Et le loup, c'est un symbole du sauvage. Pourquoi ? Parce que le loup, c'est le philosophe Baptiste Morisot qui en parle très bien, le loup est un animal politique. C'est un animal social qui a une socialité extrêmement complexe et qui vit dans sur la même niche écologique que nous, les humains. C'est-à-dire qu'on est des super prédateurs et en fait, on mange à peu près la même chose. Et en fait, nous, les humains, enfin en tout cas dans nos sociétés, en France, on l'a exclu, on le tue. Voilà. Et le loup, pour moi, c'est le symbole du sauvage. Et toute cette polémique autour de la domestication, de la cohabitation, de la diplomatie avec le loup, c'est les mots de Baptiste Morisot. Comment on fait une diplomatie entre espèces ? Comment on apprend à cohabiter avec ce loup, avec ce sauvage, qui est en fait un miroir du sauvage en nous ? Est-ce que notre société, notre civilisation est capable d'accepter le sauvage ? C'est ça la question. Et en ça, c'est une question très profonde, c'est très profondément enraciné. Ce que je veux dire par là, c'est une question radicale. Être radical aujourd'hui, c'est aller toucher ces questions très profondes. Extinction Rebellion, le mouvement, il est radical en ce sens. Un mouvement de désobéissance civile qui a notamment bloqué le centre commercial Italie 2 hier. Et toute la semaine. Et après, il y a toute la semaine de rébellion. Oui. Donc, peut-être pour s'en sortir de cet effondrement, on disait qu'on pourrait, pour avoir un retour au sauvage, qu'on pouvait faire des stages. Et il y a aussi peut-être aussi le fait de céder des livres, des films. On en parle beaucoup depuis le début de la table ronde. Donc on se demande comment le pouvoir de la fiction et des récits peut aider à reconstruire la vie dans un monde effondré. Peut-être Jean Eklund, vous pouvez y répondre. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu faire avec votre roman, d'essayer de reconstruire de la vie ?
Yeah, one of the many, many, many things I loved about Corinne and Pablo's books is that they both talk about stories and how important stories are. And neuroscientists tell us that human beings' brains are hardwired to look for stories. We use stories as a way of making meaning. We use stories as a way of helping us understand who we are and how we fit into the world. And I think that one of the things that's happened of late is the stories that we've relied on for a long, long time to kind of tell us who we are as human beings and what we should want and hope for are no longer serving us very well. Those stories about, you know, what Greta Thunberg calls the fairy tale of eternal economic growth, or what the Black Mountain Manifesto calls the myth of progress. Those are stories that are no longer serving us. And I think right now the biggest challenge that we have, both as, you know, creators of fiction, but also as activists and philosophers and politicians, is finding the new stories. And in my novel, for a long time, the two sisters are paralyzed because they cling to the old stories. They cling to these stories that tell them kind of the lives that they were supposed to have and who they're supposed to be and what the world's supposed to be like. And for a dangerously long time, and I had readers sort of complain about how stupid they were for so long, but they're clinging to these, you know, these stories that are no longer serving them. And it's only when they're able to let those old stories go that they're in a place where they can begin to imagine the new stories. And I think that imagining those new stories is sort of the most challenging but also the most exciting thing that's confronting us right now. Et Corinne Morel-Darleux, l'imagination de ces nouvelles histoires, est-ce que ça passe particulièrement par la science-fiction? Parce que vous disiez dans votre essai qu'elle aide à débusquer les prémices d'un futur. Ouais, c'est vrai que j'avoue bien volontiers un petit faible effectivement pour la science-fiction. Je pense qu'il y a, voilà, dans la science-fiction, qui a longtemps été considérée comme un genre mineur de la littérature, en réalité, beaucoup de choses qu'on redécouvre. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un regain de lecture de science-fiction. Et sans se tromper sur l'objectif, c'est-à-dire la science-fiction et les romans de science-fiction n'ont pas une valeur de prédiction. Ils ont plutôt une valeur de décadrage, en fait. C'est-à-dire qu'il est parfois plus facile, en tout cas ça l'est pour moi, de se projeter. Alors d'abord dans un roman plutôt que dans un essai, parce que dans un roman, moi j'ai besoin qu'on me raconte effectivement des histoires, qu'il y ait des personnages auxquels on peut s'identifier ou qu'on peut détester, qu'on va suivre, des aventures, des histoires d'amour, etc. Et dans la science-fiction, on a cette possibilité de s'identifier, de se projeter, sans être dans le côté parfois un peu brutal ou un peu anxiogène du contemporain. Là, le fait que ce soit dans le futur ou sur une autre planète, ça permet voilà, de décadrer un peu les choses. Et puis, probablement aussi de dire, de percer le réel de manière différente, ou de désincarcérer le futur, comme le dit le collectif d'auteurs de science-fiction Zanzibar. Et c'est vrai que moi, des auteurs comme Isaac Asimov ou de manière contemporaine Alain Damasio apportent, je trouve, beaucoup à la réflexion politique, une fois de plus au sens très large du terme, et sont des vraies sources d'inspiration, oui. Et Pablo Servigne, pour vous aussi, c'est important pour explorer le futur de faire appel à la science-fiction et aux romans de manière plus générale? Roman d'anticipation, effectivement. C'est la philosophe Isabelle Stengers qui m'avait marqué dans un de ses textes. Elle disait que
elle qui a étudié aussi la physique et la chimie théorique, disait les physiciens, quand ils font des expériences de pensée, quand il y a une expérience trop compliquée ou trop chère à faire, par exemple un vaisseau spatial qui voyage à la vitesse de la lumière, quand il va revenir sur Terre, les deux personnes qui étaient jumelles n'auront plus le même âge, etc. Donc ça coûte trop cher, un vaisseau qui va à la vitesse de la lumière, on ne sait pas faire. Donc les physiciens ne s'interdisent pas de faire des expériences de pensée. Sauf que, elle disait, les sciences humaines, la sociologie, c'est interdit de faire des expériences de pensée parce que c'était pas assez scientifique, donc ils ont fait une sociologie très quantitative, très statistique, et ils ont laissé les expériences de pensée, c'est-à-dire l'anticipation politique, aux auteurs de science-fiction. C'est comme un genre mineur en plus. Et du coup, les auteurs de science-fiction, pour vendre, pour faire un bon roman, ils sont obligés d'aller dans un niveau de précision très fin, d'inventer des mondes réels, d'inventer des mondes crédibles pour pouvoir avoir une vraie relation avec le lecteur. Et ça, c'est passionnant. Et ce que dit Stenger, c'est que c'est un outil politique majeur, de pouvoir bouger des curseurs. Imaginons un monde politique ou avec tels ingrédients. Voilà, on fait une expérience de pensée. Qu'est-ce qui se passerait? Quels seraient les rapports entre les classes? Quels seraient les rapports de production? Les rapports avec les non-humains, etc. Et cette anticipation, elle est majeure parce qu'elle nous aide à créer le présent. Enfin, on en a besoin. C'est un peu ce qu'on essaie de faire là aujourd'hui aussi, une expérience de pensée. Ouais, c'est vrai, la question de l'effondrement, ce sont des faits, parce qu'il y a des choses qui s'effondrent en ce moment, la biosphère, les écosystèmes, etc. Mais aussi, et c'est vraiment pas à négliger, la question de l'effondrement au singulier, c'est-à-dire l'effondrement futur, global, systémique, de notre société, voire de la biosphère, voire de l'espèce humaine, ce qui est une possibilité, hein. Scientifiquement, c'est pas une certitude, c'est une possibilité, mais c'est surtout devenu un récit. Pareil, Edgar Morin parle de métamorphose, c'est un récit. Si on parle de décroissance, mais c'est un récit. C'est une manière d'imaginer le futur avec telle ou telle couleur, tel ou tel ingrédient. Il y a la renaissance. Quand on parle d'effondrement, on peut s'imaginer une vision cyclique du monde, c'est-à-dire une renaissance. Renaissance, ça parle à notre imaginaire, à notre connaissance de l'histoire. Et donc, on est dans un récit. Et l'effondrement, c'est un récit très puissant, parce qu'il casse ce mythe de la croissance, il dit que c'est maintenant ou jamais, on se bouge, c'est notre génération ou c'est la dernière génération, et ça c'est très puissant, ça met en mouvement. Le récit met en mouvement, le récit commun. Corinne ? Ouais, ce que je voulais rajouter, que ce que je trouve intéressant dans la littérature d'anticipation, c'est que la science-fiction, malgré tout, reste très empreinte de technologie, voilà, de choses sur lesquelles on peut quand même plus beaucoup compter en fait aujourd'hui, et surtout si on se projette dans les années à venir. Et du coup, c'est aussi ce qui est intéressant dans le livre de Jean et dans d'autres, c'est d'avoir des récits d'anticipation low-tech, entre guillemets. C'est-à-dire où, effectivement, comment ça se passe sans État, sans pétrole et sans électricité, quoi, pour faire court. Sans transhumanisme. Et sans transhumanisme, et sans géo-ingénierie, sans biotech, etc. Et du coup, juste un clin d'œil aussi par rapport à ça, c'est quand même rappeler que un livre, ça fait partie des choses qui fonctionnent très bien, sans État, sans pétrole et sans électricité, et que voilà, ça fait partie probablement des choses dont on peut tenir pour certaines qu'elles vont pouvoir continuer à fonctionner et à être utilisées, quel que soit ce qui se passera dans les années à venir, et que du coup, voilà, c'est aussi un appel à garder du papier, des livres, une bibliothèque, et à pas tout miser sur Internet et le numérique. C'est ça qui permet aussi à Nell, dans le livre de Jean Eklund, de tenir aussi grâce à la très grande bibliothèque à laquelle elle a accès, et qui lui permet à la fois de rêver et à la fois de chercher beaucoup d'éléments concrets pour survivre. Et au pire, pour se chauffer après. Et au pire, oui. Et je voulais juste signaler qu'il y avait des auteurs qui parlaient de unscience fiction, comme c'est très intéressant ce mouvement. Et Jean... Qu'est-ce que c'est exactement ? Justement, de l'anticipation qui déscientifise le monde. Enfin, comment on pense un avenir moins ultra-technologique, c'est-à-dire low-tech, pour reprendre tes mots. Et en fait, tout à l'heure, Jean parlait
du Dark Mountain Manifesto, le manifeste Dark Mountain, qui est un mouvement d'artistes en Grande-Bretagne qui ont acté les catastrophes et qui veulent essayer de recréer des récits. Alors il y a de la poésie, des nouvelles, enfin, c'est très divers, de l'après-civilisation. Et donc eux, ils utilisent le mot de uncivilization, de comment on arrive à retrouver une mythologie, des récits non civilisés. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est entraînant? Est-ce que ça peut fertiliser le présent? C'est passionnant. Et dans ces nouveaux récits, Jean Eklund, vous avez cherché à faire autre chose dans votre roman, puisque c'est plus la vision qu'on a d'habitude d'un monde effondré avec de la violence, avec des hommes qui essaient de défendre leur famille. Là, les héroïnes sont des femmes. Elles travaillent plus avec la nature que contre la nature. Donc, comment vous voyez, vous, cette nécessité de changer de récit aussi par rapport au masculin-féminin et à cette dualité ? Well, I mean, I think that one of the stories that we've come to the end of is the patriarchy. I think that a story about the superiority of the males of our human species isn't going to serve us very well in the future. And one of the things that I was very aware of when I was writing Into the Forest was that I was writing a story about two women in a place that's typically, in a setting that's typically been a setting for stories about men. And I love those stories. I grew up reading those stories, and I loved, the adventures about guys in the wilderness. I love The Road, Cormac McCarthy's very male story about apocalypse. Those are beautiful, harrowing, important stories, but they're not the only story. They're not the whole story. And one thing that I was really interested in doing was exploring what the difference might be if it was a story about two women. And I love that observation that you just made, that it's about women working with nature. And those stories that I loved before are very much about men against nature. And et quelles sont les différences alors dans cette vision des deux sœurs qui sont avec la nature par rapport à les autres livres donc, que vous citez? Yeah, I mean, I think in some ways Into the Forest is a very domestic story. It's kind of about daily life and birth and death and all these kind of things that have in some ways been sort of typically female provinces. I think I want to be really careful not to divide the world up into some sort of binary male and female. I think that that's another story that's not going to serve us well. But I do think that we've kind of inherited these notions that divide the world up in sort of that way, that men are out there with their guns defending families and women are home stirring soups and changing diapers. And those stories are limited, I think, at this point. Corinne? Oui, parce que du coup, ça fait vraiment écho en moi ce que dit Jean avec l'expérience dont je parlais au tout début de cette table ronde, l'expérience du Rojava, où de fait, effectivement, l'imaginaire a été totalement bouleversé sur cette question des rôles assignés aux hommes et aux femmes, puisque c'est cette image des femmes combattantes qui, notamment au moment de la libération de Kobané, qui ont fait le tour du monde et qui sont loin d'être anodines aussi dans ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que toute la branche de l'écoféminisme, notamment, s'est beaucoup développée sur cette idée que le patriarcat, comme l'exploitation des ressources naturelles, reposait toujours sur les mêmes mécanismes, en fait, qui sont des mécanismes de domination et même de prédation. Et donc, c'est intéressant, effectivement, d'arriver à dépasser
ces dualités et à proposer d'autres angles de vue, d'autres perspectives, de faire un pas de côté de temps en temps pour essayer de regarder les choses sous un autre angle. Et c'est amusant parce qu'on discutait avant la table ronde de nos livres de chevet respectifs. On s'est échangé plein de titres, plein d'auteurs. Et en fait, sur la littérature d'anticipation, on n'a parlé quasiment que d'auteurs féminins. Ouais. Vous avez parlé de qui, par exemple? On a évoqué Emily St. John Mandel, par exemple. Station 11. Station 11. On a parlé de Jenny Fagan, les buveurs de lumière. On a parlé d'Ursula Le Guin. Les 3 histoires de Sophie. Sophie d'Ivry, 3 fois la fin du monde. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ce qu'on citait, c'était à chaque fois des autrices, des écrivaines. Voilà, j'en tire pas de conclusion, mais c'était... On ne sait pas s'il y a plus d'autrices de science-fiction ou si vous êtes plus attirés par ces récits-là. Pour le coup, c'était récits-là. vraiment plus de l'anticipation, pas tant de la science-fiction, mais plutôt justement de l'anticipation post-apocalyptique, on va dire. Non, mais il y a beaucoup, je pense, d'auteurs masculins en anticipation en science-fiction. Seulement, c'est dans une mythologie très classique, guerrière, survivaliste. C'est la catastrophe. Il faut faire des communautés, trouver des flingues pour se protéger, des pillards, etc. Et ce qui est le point commun entre toutes ces autrices d'anticipation qui nous attirent, c'est qu'elles cassent cette mythologie, elles explorent d'autres voies où justement le masculin et le féminin, en tant qu'archétype qu'on a chacun en nous, sont beaucoup plus mélangés, voire il y a plus de sensibles, plus d'émotions, de mystère, d'intuition, etc. Et voilà, je pense qu'on en a besoin pour explorer diverses voies. Et moi, tu parlais d'Ursula Le Guin, donc la grande... autrice de science-fiction, moi, c'est une de mes héroïnes. Elle est décédée il n'y a pas longtemps et elle a fait des essais très intéressants aussi. Et elle parlait, mais très rapidement en 2 mots, elle parlait du mythe du héros, ces histoires, ces archétypes, ces histoires classiques qui sont très fréquentes dans notre société, dans notre culture. Le héros, c'est celui qui part du village, qui a une quête, qui a un mentor, et puis il a des obstacles, et puis il revient au village après une initiation. Tout ça, c'est très codifié, en fait, ce mythe du héros. Et c'est toujours l'homme, le masculin, qui va chasser, tuer une bête, tuer un dragon, dominer la nature, maîtriser. Voilà, et ça c'est très masculin, très caricatural. Et Ursula Le Guin, elle disait pourquoi ne pas renverser, ou en tout cas explorer une autre mythologie, donc par rapport au chasseur, mais aller plutôt vers l'humain cueilleur. Et donc elle appelait ça la basket theory, de pas aller dans la nature. Le héros va pas dans la nature avec une lance pour tuer, maîtriser, mais avec un panier pour cueillir les fruits de la nature. Et en ça, elle disait, il y a quelque chose de très féminin, ce qu'on retrouve dans ton livre, Jean. Enfin, c'est bien quand même de garder une lance pas trop loin. Oui, mais je parle d'équilibre entre les deux. Et nous aussi, on a fait ce pas de côté aujourd'hui au Monde Festival, puisque quand même pour parler d'un thème jusqu'à présent sur l'effondrement, c'est beaucoup plus des hommes qui s'expriment. Et là, donc, on a 2 participantes, ce qui est vraiment pas mal. J'ai une dernière question, on va faire très vite pour avoir du temps encore pour le public. Donc là, c'était est-ce qu'on est prêt à vivre cet effondrement? Et par on, j'entends la société et puis vous 3 aussi individuellement. Et le cas échéant, si on n'est pas prêt, comment mieux se préparer à un possible effondrement? Vous pouvez répondre comme vous voulez. Du coup, moi j'ai une question, Audrey. Est-ce que vous êtes prête à mourir? Non, pas tout de suite. Voilà. J'espère vivre encore un petit peu. Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Non, mais on n'est jamais prêt. Mais la question de l'effondrement possible à venir, c'est la question de la mort. On le disait au début. Et donc, ce qui est magnifique dans cette question et qui met en mouvement, c'est que quand on se rend compte de notre vulnérabilité, de notre fragilité, de cette possible fin, il y a quelque chose qui s'effondre, et un décor qui s'effondre, et en fait, on va à l'essentiel. Vous êtes tous d'accord, c'est le philosophe Patrick Vivray qui dit souvent, vous êtes tous d'accord, on va mourir. Qui ne va pas mourir dans cette salle? Personne. On va tous mourir. Nos enfants vont mourir, nos petits-enfants vont mourir, on est d'accord. Et après, Patrick Vivray demandait qui ne souhaite pas mourir. Alors levez la main.
Ah, il y a des transhumanistes dans la salle. Bon, après, bon, j'ai cours parce qu'il faisait un débat, donc on parlait pourquoi vous ne souhaitez pas mourir, etc. Et finalement, la majorité des gens, et là on l'a vu, sont d'accord. En fait, on ne souhaite pas mourir. Et comme dit Woody Allen, l'éternité c'est très long, surtout sur la fin. Donc on est relativement d'accord que la mort fait partie de la vie. Et en fait, quand on se rend compte de ça, quel est l'essentiel ? On va vivre encore quelques années. Vers où on veut aller ? Vers l'amitié, l'amour, les liens avec nos proches, etc. Et donc la question d'un collapse amène ce déclic d'aller vers l'essentiel. Est-ce qu'on est prêt ? Je ne sais pas. Est-ce que quand un médecin nous dit qu'on a une maladie incurable et qu'on n'en a plus pour longtemps, le reste de notre vie, on va tout faire pour le vivre le mieux possible ? Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que vous avez trouvé une forme de sérénité, notamment depuis 10 ans que vous écrivez sur le sujet, que vous travaillez sur le sujet ? Disons que les émotions sont toujours là, un peu moins fortes, parce que c'est comme le deuil, on se raconte une nouvelle histoire, et pour user les émotions, mais il y en a toujours. J'ai des enfants aussi, donc voilà, il y a une famille, il y a le besoin de se nourrir. Moi, j'investis beaucoup dans le fait d'informer un maximum de gens, de donner des outils, de me former, de donner des outils conceptuels pour s'en sortir. Moi, je ne suis pas du tout prêt à mourir, mais je me fais peu à peu à l'idée. Et j'essaye d'inventer quelque chose pour me rapprocher. Voilà, la question, du coup, être prêt est un peu difficile en ce sens-là. Et collectivement, je pense qu'on n'est pas du tout prêt. Moi, je trouve qu'il y a un énorme verrouillage dans nos sociétés, surtout en France. On a un État extrêmement hiérarchique, pyramidal, jacobin, paternaliste, qui, pour moi, n'ose pas aller prendre à bras-le-corps ces questions, parce que je crois qu'ils pensent que enfin, les gens au pouvoir pensent que si on commence à s'entraîner ou à faire des expériences de grandeur nature de préparation, ça va enclencher des mouvements de panique. Il ne fait pas confiance à sa population. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire confiance, à explorer des nouvelles voies, à déverrouiller ça. Et on a un énorme travail à faire au niveau collectif. Gina Glint, vous, ça fait du coup 23 ans que vous avez écrit votre roman sur ce monde effondré. Qu'est-ce que vous en pensez ? I'm still not ready. But I think that what I would say is the way we can best prepare ourselves and maybe our society for the collapse is to try as much as possible to live as though it's already happened. I've been rereading Thoreau, and he says, simplify, simplify. And I loved that Corinne mentioned Tim Jackson and the book Prosperity Without Growth, because that's been a very, very important book for me. And in that book, he examines this myth of capitalism and unlimited growth and how it's built on this innovation that just creates more and more and more stuff and more and more and more waste in the world. And he suggests that it doesn't make us very happy. And the things that do make us happy are things that don't create that ugly spiral of more and more consumption and more waste. And they have to do with, as I'd said earlier, our relationships with each other, our relationships with spirituality, our relationships with art, education, all of these things that don't cost the world a great deal and give us really meaningful lives, and probably more meaningful than the lives that, we're sort of pursuing now. So, there's no one solution at all. But one thing I would suggest is the best way to prepare is to, as much as possible, live as though it's already here. Merci. Corinne, en 2 mots. Oui, en 2 mots, je partage le constat qu'à mon avis, on n'est pas du tout prêt collectivement. Je voudrais juste rajouter qu'on a aussi des intérêts économiques qui appuient de tout leur poids sur les freins
par rapport aux changements qu'il faudrait mettre en œuvre, qui sont des changements profonds, et que effectivement, moi, quand je vois y compris les chiffres de record de vente de SUV, ou le fait qu'on en ait encore à mettre l'eau en bouteille pour la vendre ensuite là où elle pourrait être gratuite. Il me semble que voilà, on a quand même un long chemin à parcourir, et que du coup collectivement on n'est pas du tout prêt. Je pense qu'il y a aujourd'hui 3 tâches majeures à mener. La première, c'est de continuer à alerter. Il y a encore beaucoup de gens qui font pas la distinction entre les questions de météo et les questions de climat, qui font pas le lien avec l'organisation économique, démocratique, etc. La deuxième chose, c'est de ralentir la destruction du vivant par tous les moyens possibles, y compris l'occupation et le fait d'arrêter des chantiers de bétonisation qui vont artificialiser des terres qui pourraient nous nourrir. Et puis la troisième, c'est de se préparer à ce que tout cela ne soit pas suffisant, et donc d'aller partout où c'est possible, enlever du bitume pour récupérer des terres qui puissent être cultivées, de relocaliser la production d'énergie, d'alimentation, et effectivement, je suis entièrement d'accord, simplifier, c'est-à-dire aller vraiment vers les choses les plus simples, les moins dépendantes d'électronique, de technologie, etc. Ce qui, par ailleurs, est aussi une manière de s'émanciper de plein de choses, de retrouver de l'autonomie, et qui n'est pas juste sacrificielle, qui en réalité peut aussi être un soulagement quand on le fait aujourd'hui de manière choisie plutôt que subie demain. Merci beaucoup, merci à tous les 3. Bon, je suis désolée, donc c'est ma faute, on n'a pas tout à fait respecté le temps. Il nous reste exactement 12 minutes et 56 secondes pour poser des questions à nos 3 invités. Donc voilà, il y a déjà plein de mains qui se lèvent. Je crois qu'il y a des micros dans la salle. Bonjour. Bonjour, merci. Une question pour Pablo Servigne. D'après vous, est-il judicieux d'avoir des enfants dans ce contexte? Et surtout, c'est une question sérieuse, et surtout, quel discours leur tenir face aux perspectives d'effondrement? Faut-il les préparer? Oui, c'est une question qui revient souvent, merci. Je vais être court, peut-être Jean, tu voudras en parler, mais moi j'ai 2 enfants de 5 et 7 ans, donc rapidement, on en parle dans le livre, être le plus franc et honnête possible. Donc quand ils répondre à leurs questions, en fait, c'est tout simple. Moi je ne vais pas faire des PowerPoint sur l'Anthropocène à mes enfants, ce que je fais avec plein de gens, mais avec eux, je vais juste répondre à leurs questions, en disant aussi, donc ma vérité, en disant ce que je pense et ce que je ressens. S'ils disent « Papa, j'ai peur de ça », écoute, moi je crois que voilà, c'est ça, c'est possible que ça arrive, et ça me fait peur aussi. Voilà, de partager un maximum. Je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge, en fait, quand vous dites un « non, tu ne peux pas faire ça », mais ce n'est pas ancré, ils le voient tout de suite, ils le font quand même. Il y a un moment, il faut, le discours, la parole doit être ancrée, tête, cœur, vraiment dans le corps. Et quand ils sentent tout de suite qu'on les pipote, en fait. Oh non, ça va aller, ça va, l'avenir, le climat, c'est un petit truc comme... Non, ça va. Non, ils le sentent. Donc je pense qu'il faut parler avec sa vérité, ouais, et avec toute franchise et avec amour, en fait. Plus on leur donne de l'amour, plus ils auront confiance en eux, plus ils sauront s'adapter. Je pense que ça, c'est le principal. On va prendre d'autres questions, oui. Est-ce qu'une des difficultés qu'on a dans ce déni de l'impasse environnementale, et aussi dans tout ce qu'on a évoqué, notre difficulté à nous projeter vis-à-vis de ces enjeux-là, est-ce que ça vient pas du fait qu'on attend un Big Bang et qu'on est dans une posture de catégorie privilégiée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir que peut-être que l'effondrement a déjà commencé? Je vais incarner ça en prenant des exemples précis. Si on essaie de se dire que pour les catégories les plus populaires de notre société française, depuis quand les parents voient l'avenir de leurs enfants ne plus s'améliorer? Depuis quand il n'y a plus de progrès social? Depuis quand les jeunes ne trouvent pas d'emploi, pas d'appartement, ne peuvent pas passer le permis, n'ont plus de job? On est en train de leur expliquer qu'ils n'auront pas de retraite. Depuis quand ça a commencé?
Est-ce que l'effondrement, c'est pas plutôt un château de sable qui s'écroule et qui a déjà commencé depuis 30 ans à s'éroder? En termes de biodiversité, ma belle-sœur vient de faire un burn-out. Elle a 3 ans, elle est institutrice. Elle a 3 enfants autistes dans sa classe. L'humanité est déjà atteinte dans sa chair. On a des conditions de survie qui sont déjà extrêmement difficiles. Et si on se disait que l'effondrement a déjà commencé, qu'on est déjà en train de se battre contre ça, est-ce que ça ne serait pas beaucoup plus simple? Jean l'a évoqué, mais moi, je commence à penser ça depuis 2-3 ans, de me dire, il a déjà commencé, on ne veut juste pas le voir. Et l'élite se sert de ça pour ne pas... Ils essaient de nous faire croire que jusque-là, tout va bien, mais non, 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 ça ne va pas bien du tout. Voilà, c'est ma question. Corinne? Oui, enfin, je pense qu'on... Enfin, en tout cas, oui, je pense qu'on est quand même très nombreux à penser que ça a déjà commencé. On n'est pas en train, là, de parler de quelque chose qui va tout d'un coup nous tomber dessus à une date fixe qu'on pourrait prévoir, etc. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une espèce de dévissage généralisé de la société sur tout un tas d'aspects qui a déjà commencé et qui fait largement ses premières victimes. Et que, en réalité, quand on parle d'effondrement, Pablo disait tout à l'heure l'effondrement au singulier. Des effondrements, il y en a déjà, et il y en a déjà eu beaucoup, à plein d'endroits différents ou dans plein de classes sociales différentes. Là, la crainte, c'est que ce soit le Big One, quoi. Vous parliez de Big Bang, c'est comme disent les Californiens pour le séisme, quoi. C'est voilà, le Big One avec un caractère irréversible et des enjeux, des défis qui sont aujourd'hui inédits dans l'histoire de l'humanité sur notamment la question du dérèglement climatique ou de l'extinction de la biodiversité. Mais évidemment que des effondrements, il y en a déjà, qui font déjà des victimes et qu'il est hors de question de passer ça sous silence dans l'analyse, en tout cas, qu'on essaye de poser sur la marche du monde, quoi. Juste ajouter que c'est... Enfin, la réponse est dans votre question, mais on est effectivement en train de vivre des effondrements, ça, c'est factuel. Le fait de dire ça a commencé, pour moi, c'est très puissant parce que c'est un récit qui met en mouvement. Et ça met en mouvement beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, Extinction Rebellion, c'est vraiment basé là-dessus. Tout ce mouvement de désobéissance civile. Seulement, comment dire, scientifiquement, rationnellement, cette question sera tranchée que par les archéologues du futur, ou les historiens du futur, s'il y en a encore. Ils pourront dire, oui, il y a un siècle, ils feront des thèses là-dessus, ça a commencé en 1988, date de la création du GIEC. Non, chers collègues, ça a commencé en 1996, quand Jean Egland a écrit ce roman magnifique, etc. Donc, mais là, actuellement, on ne peut pas le dire si ça a commencé, puisqu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Mais c'est vrai que c'est un récit qui met en mouvement. Vous voulez rajouter quelque chose, Jean? Not really, except I think don't we know that the climate started being affected by our use of fossil fuel way over 200 years ago? I mean, the collapse, but I think it's a really easy or valuable way of thinking about it. I think it's very true that we're collapsing, and if we can think that we're collapsing right now, we can also see right now is kind of a nice moment. And so we can live in the present and start thinking towards the future, maybe in healthier ways than we would if we were just reacting to the big one. Merci. On va prendre une autre question. Oui. Voilà. Oui, bonjour. Je suis enseignante et versée dans la collapsologie depuis que je regarde vos vidéos, celles de Jean Covici, d'autres mondes, d'autres gens. Dans l'établissement où j'enseigne, nous sommes plusieurs profs à avoir monté un projet pour essayer d'informer, de faire bouger les choses et de déjà arriver à faire prononcer ce mot d'effondrement sans qu'il y ait
trop de peur derrière. On sait qu'il y en aura, très bien. Ils sont en seconde, première, terminale, assez ignorants. Et puis, il y a les aînés. Les aînés, et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Corinne, comment on peut, quelle munition on va pouvoir donner à tous ces 25-30 ans qui sont déjà un petit peu engagés, qui ont compris pas mal de choses, et qui, pour certains, se retrouvent à Centrale, à Sciences Po, dans les écoles de commerce, qui vont être les élites de demain, qui, eux, ont déjà compris des trucs. Et comment on va faire pour qu'ils ne soient pas broyés par le système de leurs enseignants, qui, eux, ne sont pas rompus à la théorie de l'effondrement. Et j'ai très peur de ça. Ce qui m'a amené à Pablo Servigne, ce qui m'a amené à tout ça, c'est mon propre fils qui, à 16-17 ans, m'a ouvert les yeux. Aujourd'hui, il est en prépa HEC et j'ai une peur bleue que cette petite étincelle qu'il a s'éteigne à l'écoute des discours qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a dans le cœur, quoi. Comment on va faire avec ça? C'est ma question. Alors, moi, je ne sais pas répondre directement à cette question, si ce n'est un peu effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a besoin d'aider ces jeunes à se construire une colonne vertébrale un peu solide sur voilà, des principes d'écologie politique qui existent depuis des années et qui ne sont pas du tout balayés par la question de l'effondrement. Au contraire, hein, tout ce dont on parle là, c'est en réalité d'écologie politique qui existe et se nourrit depuis des années par la lecture d'un certain nombre d'auteurs, d'Illich, de Gortz, de tout cela dont on vient les uns et les autres. Et puis après, de manière plus anecdotique, mais c'est juste pour le clin d'œil, vous rassurer sur le fait que moi-même, j'ai fait une école supérieure de commerce et que j'ai passé quelques années à travailler pour les entreprises du CAC 40, à animer les séminaires de direction stratégique de Total, de Sanofi, Aventis et compagnie, et que du coup, voilà, je suis la preuve vivante qu'on peut s'en remettre. Bonne réponse. Alors, merci. Est-ce qu'on prend peut-être une dernière question? Bonjour, merci d'abord pour la qualité de cet échange. Moi, j'ai l'impression de vivre plein de dissonances cognitives en fait, au quotidien entre ce que je vis dans un monde de confort, au final d'opulence d'une certaine manière, peut-être parce que je suis privilégié, pour rebondir sur ce que vous disiez, mais malgré tout, et la prise de conscience que ce monde d'effondrement va arriver, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on peut réellement préparer les populations à la résilience tant qu'on vit dans un monde, pas pour tout le monde, malgré tout, d'opulence et de confort, ou est-ce qu'en fait, inévitablement, il va falloir qu'il y ait ce mur, ce fossé, pour qu'on puisse prendre conscience et agir? Rapidement, les deux sont possibles. Je pense que si maintenant l'enjeu de ce qu'on appelle la transition, moi j'appelle même plus ça transition, mais état d'alerte, je ne sais pas comment dire, état d'exception. Maintenant, l'urgence, c'est d'arriver à toucher un maximum de personnes pour qu'on puisse se préparer. La résilience, c'est un concept théorique extrêmement complexe. J'appelle ça sable mouvant. C'est un concept sable mouvant parce que plus on s'y intéresse, plus on se perd. Et en fait, c'est quelque chose de très pratique, la résilience. Il faut pratiquer, il faut s'exercer, il faut faire des expériences grandeur nature. Comment on fait s'il n'y a plus d'électricité? Vous le saurez si vous essayez. Pas dans les livres. Et s'il n'y a plus de gaz, s'il n'y a plus de bois, s'il n'y a plus de voisins, je ne sais pas moi. Et en fait, ça se pratique. Et collectivement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de gens qui arrivent pour faire un exercice grandeur nature, qui croient à votre truc là. Vous voulez faire quoi? De la résilience de quoi? Pourquoi on ferait ça alors que tout va bien? Je pense qu'actuellement, il y a tellement de gens qui sont au courant, qui veulent plus faire semblant, qu'on pourrait mettre en place ce genre d'exercice grandeur nature, localement, à moyenne échelle, grande échelle, je ne sais pas, mais il faut encore. Maintenant, on a l'occasion de le faire. Après, les chocs, comme disait Corinne, sont déjà là.
Là, on ne vit pas, dans un monde d'opulence, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a déjà des classes sociales effondrées, des secteurs, des pays, des cultures effondrées, des langues, etc., des forêts. Donc, ouais, nous, on est relativement protégés, nous, les Blancs, classe aisée, occidentale, pays industriels. On a un petit coussin de confort encore. Est-ce qu'il faudra attendre les chocs? Je ne sais pas. En tout cas, les chocs sont déjà là. On peut déjà, par empathie, se mettre à la place de plein de gens et se préparer. Donc, voilà, l'enjeu, il est là. Il y a une course de vitesse et je pense que on peut à la fois se préparer avant les chocs et à la fois on va se préparer, on va subir des chocs qui nous forceront à accélérer. Alors, les deux. Jean ou Corinne, vous voulez ajouter quelque chose? Non. D'accord. Bon, on va clôturer du coup cette table ronde. Merci beaucoup.